Bonjour le Premier ministre. Oui, bonjour l'éclaireur. Moi, je ne comprends pas Vous Pékin. m'entendez? On vous entend parfaitement. Je voulais te poser une question. Vas-y, bon. Il y a un militant du PPACI qui était, je crois, le secrétaire national technique en charge du tourisme de Laurent Gbagbo. Il est décédé. Il est décédé le Oui. 17 juillet 2023. C'est Gbagbo qui l'a tué ou bien c'est Dieu qui l'a tué? Ça c'est... En fait, c'est une question qui véritablement ramène les gens à la réalité. Hein. Ah, donc ça veut dire que, c'est pas seulement les gens du RHDP qui meurent. Ah non, mais l'éclaireur. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'eux ne mouraient pas. Les gars qui marchaient beaucoup. Les gars qui marchaient beaucoup ici, là. Beaucoup sont morts, hein. Ah, c'est Gbagbo qui les... Beaucoup, ils ont été ici, ni vus ni connus, hein. C'est Gbagbo qui les a tués? Ça, question. Tout le monde se pose la question. Ça doit les amener à réfléchir. En fait, c'est vraiment dommage que des gens, c'est-à-dire, quand on en parle de stratégie et qu'on n'a rien à proposer, ils implorent Dieu pour qu'ils éliminent leur adversaire. Bon, ça, je pense que dans un État moderne, dans un État qui se respecte, ces gens de personnes-là ne doivent pas faire la politique. Ils doivent faire ce qu'on appelle la précipitation ou bien du charlatanisme. Ils doivent aller trouver des points là-bas pour aller essayer de trouver des âmes perdues. Sinon, eux, ils n'ont pas leur place dans la politique. Parce que quand on parle de politique, on parle de stratégie. Ils n'ont aucune stratégie. Voilà des gens qui sont dans l'opposition et ils ont des critiques, mais ils n'ont aucune proposition. Et même les critiques, quand on va dans le fond de la chose, parce qu'ils ont géré la chose publique, quand on va dans le fond, ils n'arrivent même plus à assumer leurs critiques. C'est dommage que des gens qui ont dirigé de ce pays se plaignent que la présidence soit pas un avion digne de ce nom. J'ai l'impression que c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voilà des gens qui ont vécu sur les acquis du faux Boigny. Ils n'ont rien apporté au pays. Et ils sont étonnés que les acquis du faux Boigny augmentent. Ils nous ont rabâché leur histoire de nous. On prend crédit, on prend crédit, on prend crédit, on prend crédit. Comme si eux-mêmes ils ne pas en débit. Ils connaissent la dette de la Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes leur dette en banque, là, ils ne connaissent pas. Voilà les responsabilités des uns et des autres. Oui, la Côte d'Ivoire vit à crédit. Mais on ne prête qu'à celui qui peut rembourser. Ah oui, les banquiers ne font pas le cadeau. Hein. On te prête parce qu'on sait que tu peux rembourser. Et le président, il est gentil. Le président, il est gentil. Mais voilà un pays qui se dit, voilà des gens qui disent que le pays est en difficulté. Mais quand une voiture sort ici à Paris, là, le soir même, là, c'est à Abidjan. La même voiture à Abidjan. Et nous avons dit un pays en difficulté. C'est-à-dire, c'est tellement le pays se porte bien que les gens ces catalogues, ils regardent pour passer commande. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient ici, les gens, des grands boulevards, là, en train de passer commande, quand ils regardent les catalogues et puis la commande, là, ça arrive de manière militaire. Mais on ne peut pas dire que le pays se porte pas bien. C'est clair. En 2011, la Côte d'Ivoire avait 55% de taux de pauvreté. On est en 2023, on a 35%. Et ça veut dire on a fait baisser le taux de pauvreté de 20 points. Mais les 20 points, là, on a pris, c'était dans les années Bédier. Les 17 ans Bédier, et puis parfois on fait là. C'est là-bas on a ramassé les 20 points, les 20 points de pauvreté là. Et ça, on est obligé d'éponger ça. Notre objectif même, c'est de descendre sous la barre des 20 à l'horizon 2030. Le pays ne peut pas habiter passer à 32 $.
Attends, un pays, on dit très pauvre, manger, tout ça. Mais ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Hein. Maintenant, les gens qui vont dire non, les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Les Ivoiriens meurent de faim. Bon, une fois, il y a quelqu'un qui a dit pour monter un seul Ivoirien qui est mort de faim. Un seul Ivoirien qu'on avait en tiré parce qu'il n'a pas mangé. Ça n'existe pas. Oui, un seul Ivoirien qu'on a tiré parce qu'il n'a pas mangé. Ça n'existe pas. La faim ne tue pas les Ivoiriens. La faim ne peut pas tuer les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on ne meurt pas de faim. Ça, c'est un. Et de deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout peindre en noir. Mais c'est impossible. C'est impossible. Parce que même de 33% de taux d'électrification en 2011, on est passé à presque 87 à 90%. Donc, même quand tu veux peindre en noir, les chiffres sont là. On avait 1 million d'abonnés, on en a 3 millions maintenant. C'est-à-dire de 1960 à 2011, on avait 1 million. De 2011 à 2021, on est passé à 3 millions. Soit 10 ans. Pour doubler ce qu'on a fait en 70 ans. Mais quand on dit ça, les gens pensent que c'est. Les gens pensent qu'on aime trop le président. Mais ce sont des réalités. Et ça, on a besoin, on va vous rabâcher ça dans les oreilles. Mais là, vous n'êtes pas content, allez chercher et puis venez nous contredire. Oui. Parce qu'ici, il n'y a pas de contradiction. Les chiffres sont là. On s'appuie sur des chiffres et des données claires. Les gens qui disent oui, on entend certaines personnes dire oui, la Constitution a dit il a fait 2 mandats. Bon, on va dire maintenant la limitation des mandats, ils n'ont pas oublié. C'est-à-dire le président Ouattara, si Dieu lui donne une longue vie, il va aller en 2035. Ils vont s'arranger comme ils peuvent avec la Constitution. Il va diriger le pays en 2035. Celui qui veut, il reste. S'il ne veut pas, il va en exil. On n'oblige pas quelqu'un. Mais si tu penses que toi, tu as fait ton programme de gouvernement en comptant sur un coup d'état de Guillaume Soro, afin de remettre au travail, parce que ça ne va pas marcher. En tout cas. Non, ça ne va pas marcher. Qu'un coup d'état n'est possible en Côte d'Ivoire, bon. C'est que le président en a parlé, nous, on en sait beaucoup. C'est pas possible qu'on fasse un coup d'état en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas possible. Donc, les politiciens qui veulent accéder à la magistrature suprême n'ont qu'à se mettre au travail. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à commencer à faire leur projet de société et puis ils vont venir draguer les populations. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de draguer les populations pour voter pour vous, mais est-ce que c'est forcé de faire la politique? Peut-être que vous serez mieux. Vous serez mieux comme un DG ou bien, je ne sais pas, directeur de publication quelque part. Je ne sais pas. Danseur d'Adios. Bon, voilà. Je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, gérer des salons de massage et inviter votre ami Sonko à venir. Oui, mais oui. À venir goûter à la, à venir goûter à la prestation. Non, mais tu vois, en fait, ce sont des gens. Tout le monde pensait que en Côte d'Ivoire, on ne pouvait rien construire. Hassan Ouattara est venu démontrer le contraire. Le point Henri Konaté, qui faisait partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, 5 ans de pouvoir, il n'a pas pu construire. Hassan Ouattara est venu en 3 années, le point est sorti de terre. Comme par magie. Mais il n'y a pas que ce pont. Dans le pays, on a construit au moins 22 ponts comme ça. Quand les gens regardent, disent non, la route ne s'équipe pas à Abidjan. Mais c'est vrai. Parce que les 500 km de route qui ont été bitumés là, c'est pas à Abidjan, hein. C'est à travers le pays. À travers le pays, les 5000 km de reconstruction de voies qui ont été faites, c'est à travers le pays, c'est pas à Abidjan. Donc, si on rentre dans les réalisations région par région, bon, je pense que ceux mêmes qui parlent là, il y a longtemps, ils ne sont pas arrivés chez eux. Il y a longtemps, ils ne sont pas arrivés chez eux. Donc, quand on a quelqu'un comme ça, un pâtisseur, éclaireur, c'est le plus vieux roi de France, c'est-à-dire celui qui a eu le règne le plus long en France ici, c'est Louis XIV.
On l'appelait le roi soleil. Il a fait 72 ans de règne. Et c'est dans ça qu'il a construit, France qu'on voit là, les châteaux de Versailles, les Coco, tout ce qu'on voit ici, là, il a construit en 72 ans. Et puis vous voulez que nous on fasse alternance en 5 ans, alors que notre pays est en jachère, alors qu'il n'y a rien, alors qu'on n'a encore rien fait. Oui, on peut même pouvoir être président aux États-Unis, mais il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, sinon ça va être chaud sur lui. Hein. Ah oui, 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 si maintenant en Côte d'Ivoire, les gens ont dit, mais toi, tu es aux États-Unis, là, tu connais rien. Parce qu'il n'a pas, il va pas pouvoir réaliser aucun projet. Mais c'est Alassane Ouattara qui fait ça. Quand les gens disent oui, mais Mandela est venu, il a fait un mandat. Mandela même, j'ai dit, même, je ne sais pas, même, attends, même ici, dans son village, il n'a pas mis. Il existait déjà. Donc, même s'il fait 0 mandat même, ça peut quoi? Il n'a rien construit. Donc, on ne peut pas, nous les pays en développement, on ne peut pas nous imposer. Même le fait de limiter les mandats est antidémocratique. Parce que vous limitez les choix des électeurs, alors que la démocratie dit que tout le monde se présente et puis les électeurs font leur choix. Mais en limitant ça, vous privez des électeurs de certains choix et c'est antidémocratique. Ils n'ont qu'à s'organiser avec la Cour constitutionnelle, avec la dame qui est arrivée là. Elle n'a qu'à faire tous les accompagnements qu'elle peut faire pendant qu'elle est sur la liste. Jusqu'en 2035, si Dieu lui donne longue vie et puis la santé. Parce que pour ça même, nous on ne parle même plus. On ne parle plus, c'est eux. C'est eux, bon, depuis il a fait le discours là, bon, ça les a refroidis un peu également. Ils sont rentrés dans leur coquille, ils sont... Bon. Et puis vous avez vu ce que Ouattara a dit, et puis personne ne Il y a même, il y a un gars, le chef aussi, c'est comme ça qu'il faut. il y a un gars qui a déménagé au Libéria, il dit que tous leurs espoirs sont perdus après le discours du président Ouattara. Il dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il a raison. Mais il a raison. Parce qu'après ce discours, c'est même pas martial. Je pense que le président, il essaie de rassurer les uns et les autres parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'investisseurs. Hein? On vient de fêter le 2200e milliardaire en Côte d'Ivoire. Pour un pays qui ne va pas bien, on a 2200 milliardaires. Donc on vient de le fêter il n'y a pas longtemps. Donc, le président est obligé de rassurer tous ces gens-là qui ont confiance au pays, qui ne sont pas à l'étranger, qui créent des richesses en Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit aux gens, venez investir en Côte d'Ivoire, mais il faut leur donner une taille de sérénité. Et c'est ce que le président a fait. Et ils sont dans les grands bas. Là, celui qui dit qu'ils ont la montre ou qu'ils ont la télécommande de leur manifestation, nous, on les attend. Oui, on les attend. Parce que quand ils vont sortir, là, lui, il ne va plus sortir. On va le cueillir pour l'envoyer à la MACA. Et puis, on va lui donner. Il va dire, c'est là le voisin de Peter 007 là-bas. Peter 007. Qui a pensé qu'il était gardé, qui pouvait tout faire. Mais tu vois qu'il est réduit à un silence et puis personne n'en parle. Hein. C'est comme ça le président. Personne n'en parle. On dit ses parents sont venus demander pardon. Pourquoi le président n'a pas pitié? C'est clair, dit le gars lit le petit Nicolas. En tout cas. Oui, le petit prince. Nicolas Machiavel. Le gars allait lire. Il dit, le président Ouattara, vous allez manger ensemble. Mais quand il va voir que, malgré que tu manges avec lui, tu es en train de comploter dans son dos, demain matin, tu es en prison, mais il va te demander d'aller faire une retraite dorée quelque part, ni vu ni connu. Quoi. Parce que dans le réel, là, il y a beaucoup de personnages qui ont disparu de l'échiquier. C'est pas moi, hein. Mais ils ont disparu comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils n'existent plus. Voilà, c'est le bon compromis qu'on a trouvé pour ne pas véritablement se salir les mains. Quoi. Donc, ça aurait été d'autres, ben, ils seraient passés de vie à plus part. Donc, sur ce éclaireur, l'État de Côte d'Ivoire qui sort une nouvelle aéronautique, ça c'est normal. Hein. Ça, il n'y a rien de. C'est un État qui se respecte. C'est normal.
Est-ce qu'il faut le palais aérien que les gens font en Côte d'Ivoire tout le temps, tout le temps, tout le temps? Hein? Quand on est venu en 2015, on était à le taux opérateur indiqué près de 2 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire par an. Mais aujourd'hui, on doit passer au moins là-bas des 4 à 5 millions. Mais pour un État qui a décidé de faire de son aéroport un hub, où tous les avions vont transiter pour partir là où ils veulent, ils vont faire des escales là-bas. Si nous, on n'a pas bon avion, on va tirer qui? Hein? Si nous, on n'a pas de qualité d'avion, moi, non, les gens ils vont venir voir chez nous. Donc, il faut leur dire, ils n'ont pas de qualité. Ils n'ont pas boire de l'eau, ça va leur passer. Et puis, ça va le seul, quoi. Ça, c'est pour la présidence. Mais un Côte d'Ivoire a commandé 4 Airbus. Ils vont mettre dans leur flotte. Assez bientôt, ça serait des lignes directes, un Côte d'Ivoire Paris, un Côte d'Ivoire New York. Donc, ça, ce sont des bêtes. Attends, pour un pays qui se respecte, on est resté trop en retard. Il est resté trop en retard. Ils devraient être heureux de voir que leur pays est en train de véritablement. Il y a un essor économique qui s'empare du pays. Ils devraient être très heureux. Mais non, les gens ils sont rabougris dans leur coin, des aigris, des nœuds. Est-ce que ça va changer? Déjà, ça va modifier votre compte en banque, ça c'est qui? Et de Dieu, vous ne pouvez pas changer la vie de quelqu'un. Donc, vous pouvez avoir des ulcères, vous pouvez même avoir des cancers de sang, on va aller vous enterrer, mais ça ne changera rien dans la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Donc, éclaireur, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter. Vraiment, merci beaucoup, le Premier ministre, pour cette sortie hautement utile qui remet toutes les questions au centre pour que ceux qui veulent s'instruire eux-mêmes puissent le faire, et par tous les mécanismes possibles, on a pu donner les arguments qu'il faut. On attend maintenant nos contradicteurs venir avec leurs propres preuves. Sinon, tout a été dit et ça a été tellement bien dit qu'on va passer rapidement au grand maître Yann pour qu'il nous fasse ses propos et on va aller directement à la conclusion pour pouvoir fermer le direct de ce jour. Donc, bonsoir le grand maître Yann. Oui, bonsoir mon grand-oncle. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Merci au Premier ministre, merci à tous les panélistes, merci à mon frère Berthet, et merci à tout le monde. Je dirais comme ça, bonne année à nos frères et nos parents musulmans. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est l'année nouvelle musulmane qui commence, l'année 1445 de l'Hégire. Voilà, et mon grand-oncle, on n'a pas assez de temps, donc je vais essayer de dire, voyez, je pense que moi, pour ma part, à travers tout ce qui a été dit, que le président Ouattara, le grand homme, c'est une école de vie. Quand on regarde son parcours, quand on regarde sa trajectoire de vie, le président est une école de vie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que nous, là, à travers lui, tout ce qu'il a vécu là, depuis sa jeunesse, depuis son enfance, le parcours qu'il a fait avec son père, lorsque celui-ci était chef de terre à Sindou, tout son parcours, quitter sa naissance depuis Dimboko, suivre son père pour son père à Sindou, aller se retrouver à l'école au Burkina, revenir servir son pays, revenir servir la sous-région, revenir servir l'Afrique, servir le monde. J'ai été très touché lorsque le doyen S. Mamadou avait dit hier que le patriarche Barrow avait dit que ils ont un fils que les Blancs voulaient. Voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, cet homme-là est parti de rien, né dans la Côte d'Ivoire natale, dans son pays natal, fait tout ce parcours-là et revenu servir son pays et aujourd'hui est en train de nous donner l'exemple à travers le développement qu'il est en train de faire dans son pays, en train de nous donner vraiment l'amour et la fierté de notre pays. Imaginez-vous un enfant qui est né qui a à peine 10 ans et qui voit tout ce que le président Ouattara, toutes les réalisations du président Ouattara. Mais cet enfant-là, il est décomplexé devant ce qu'il voit en Europe. Il est décomplexé totalement. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça, je pense que c'est aussi une manière, une façon aussi, une politique aussi, pour décomplexer les mentalités face aux pays occidentaux. Voyez?
Et nous, aujourd'hui, qui n'avons pas vécu cela, ou qui avons vécu un peu cela avec Houphouët-Boigny, qui nous sommes retrouvés en Occident aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas imaginer la fierté qu'on a et que nos enfants auront, nos enfants qui sont nés en Occident, quand ils iront, quand ils vont en Afrique, voir ce que le président Ouattara est en train de faire dans son pays, quelle fierté ils peuvent avoir, quelle fierté ils auront. Et ça, je pense que ça contribue à décoloniser nos mentalités. Voyez? Et c'est ça qui fait de cet homme-là l'exception positive. C'est-à-dire comment, à travers sa politique, il arrive à impacter les vies. Il arrive à changer les mentalités. Il arrive à mettre à nous les soi-disant opposants qui n'ont jamais rien apporté à part nous plonger dans nos instincts tribaux, à part nous plonger dans la politique tribale, à part nous diviser pour mieux nous régner. À part pardon, nous diviser pour mieux régner sur nous. Et lui, aujourd'hui, à travers sa politique de développement, nous sommes en train de dire, mais attendez, mais donc, du coup, c'est ça la politique alors? Parce que nous, on n'était pas habitués à ça. On était habitués à aiguiser nos machettes lorsque il y avait les échéances électorales. On était obligés, on était bien, on se complaisait dans notre pauvreté, mais on regardait nos voisins d'en face qui vivaient la même pauvreté que nous, comme des ennemis. On les regardait en chien de faïence. C'est-à-dire, on les regardait avec le regard avec l'œil du crocodile qui dort d'un œil et qui a l'œil un autre ouvert. Mais aujourd'hui, grâce à sa politique vraiment de révalorisation de notre dignité, grâce à sa politique de rehausser notre honneur, aujourd'hui, on s'est dit, mais attends, donc le pays là, aujourd'hui, on peut partir de rien et devenir quelque chose. On peut partir de rien comme lui, il est parti de rien. Mais regardez tout ce qu'il a vécu comme souffrance, comme humiliation, comme déshonneur. Mais il n'a jamais, aujourd'hui au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut à qui il veut. Et il n'a jamais revendiqué une certaine haine, une certaine animosité vis-à-vis de tout le monde, de personnes. Regardez, on parlait la dernière fois que aujourd'hui, la question que Mère Aki posait concernant le cas, son cas, c'est ce qu'il a pu vivre en tant qu'opposant. Pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas plainte contre le fait qu'il a été traité d'étranger dans son propre pays? Mais il n'en a que. Il s'en occupe pas. Et voyez, mais ses parents même s'en occupent pas. Et voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est pour dire qu'un grand homme, c'est pour dire que quand on a envie de réussir dans la vie, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter l'humiliation et confier son destin à Dieu et croire à son destin. Et le destin là, c'est pas que nous devenons un jour président, mais que chacun de nous tire une leçon de ça et dire que lorsque je me fixe un objectif, lorsque j'ai une vision, faudrait que, à part vraiment la volonté de Dieu, rien ne doit m'arrêter. Voilà ce que j'aimerais dire en substance. Que la vie du président Ouattara, c'est un cas d'école pour nous tous. C'est un cas d'école même pour ses ennemis qui veulent un jour exister et laisser leur place, marquer leur existence. Et c'est ce que souvent mon grand-oncle dit aussi, que nous sommes là, ce que nous on est en train de faire là, dans 10, 15 ans, 20 ans, 50 ans, nos discours à travers cette plateforme-là restera et que nos enfants, nos petits-enfants disaient « Ah, ça là, c'est mon grand-père qui est en train de parler comme ça. Ça là, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Mon grand-père m'a dit que c'est mon arrière-grand-père qui était sur ce qu'on appelle, ce qu'eux ils appelaient à l'époque une plateforme. Parce qu'eux, ils seront déjà dans autre chose. Regardez aujourd'hui la soucoupe volante. La soucoupe volante que le président Ouattara a déposée, qu'on appelle aujourd'hui le parc des expositions. Mais un enfant qui naît, qui voit ça, il se dit, mais ça là, c'est pas dans les films des extraterrestres là qu'on voit les trucs comme ça.
Ah, donc les extraterrestres là, nous aussi, on peut aussi faire ça. Regardez le frère qui est passé sur NCI, qui a parlé, le frère Diallo Nasr, j'oublie son autre prénom, qui aujourd'hui, qui travaille à la NASA. Mais ces gens-là, aujourd'hui, est-ce que quand eux ils sortent, ils passent à la télé, mais on peut dire, mais les portes de l'avenir du succès sont ouvertes à la Côte d'Ivoire. Un enfant qui regarde à travers NCI le discours, qui est au CM2, qui voit ça, et qui voit aujourd'hui, qui va au parc d'exposition, qui voit une soucoupe comme ça. Mais il s'est dit, mais je suis dans le monde des possibles. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce au président Ouattara. Il y a 10 ans de cela, je vous assure que personne parmi nous n'espérait autant. Mais il est en train de nous dire que c'est possible. Et je suis content qu'aujourd'hui, on parle d'anticipation. Le président Ouattara, aujourd'hui, là, ce qu'il fait là, c'est quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps. Vous voyez? Et la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la nôtre. C'est la Côte d'Ivoire de nos petits-enfants que le président Ouattara est en train de préparer. Voyez comment nous devons aujourd'hui nous inspirer de lui. Mon grand-oncle, j'ai tellement à dire, mais compte tenu du temps, je vais m'arrêter là pour te dire merci encore de m'avoir donné la parole et dire merci à cette belle initiative, cette belle plateforme-là dans laquelle nous sommes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président. Pour ironiser un peu, je vais dire le reste, débrouillez-vous. Ça, c'était un ancien, le commandant Kouaou, pendant la colonisation, qui disait ça. Que Dieu bénisse le président Houphouët-Boigny, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le reste, débrouillez-vous. Ça a été interprété aussi dans le film Sixième Doigt, Sixième Doigt, oui, où c'est Balle Poussière de Henri Dupac, où jouait notre cher aîné, Bamba Bakari. Merci, mon grand-père. Merci à vous les panélistes. Une fois n'est pas coutume, vu qu'on a été vraiment pris par le temps, on ne pourra pas passer singulièrement à la conclusion aujourd'hui, mais je tenais déjà à dire merci à chacun des panélistes, merci pour votre détermination, merci au Premier ministre, merci au commandant, merci au Cyclone, merci à toi-même Yann, merci à Souniata le concurrent, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui ont mis les cœurs, merci à tous ceux qui ont fait les partages. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire, pour l'enfant qui est né, ça restera une exception. En réalité, ceux qui doivent se débrouiller sont ceux qui se sont laissés dépasser par l'évolution de notre société et par l'opinion publique de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la jeune étudiante Mademoiselle Diarra me pose une question simple à répondre, vu que ceux qui doivent se débrouiller n'ont pas de réponse, ils font étalage de leur inculture, ce qui va démontrer de leur échec cuisant aux élections à venir. Simplement parce qu'ils ont volontairement accepté d'être dépassés par les événements socio-historiques de notre pays. Et aujourd'hui, c'est leur incapacité à répondre aux attentes des Ivoiriens dans toutes leurs composantes qui fait aujourd'hui qu'ils sont en retard. Ils doivent d'abord écrire un programme qui est en accord et qui ressemble aux besoins de notre société. Et donc, quand l'incapacité devient un fait évident et notoire, ça ne peut créer qu'une confusion mentale, comme on a pu voir à la question de la jeune Amie Diarra, un certain individu être incapable qui s'est improvisé commerçant. Et ça, c'est une honte. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Demain, c'est la voix du militant. Si je peux me permettre. Nous sommes piégés par le temps. Si je vous donne plus d'une minute, okay, je vais en retard au boulot. Et c'est pourquoi. Okay. Oui. Mais demain, c'est la voix du militant. C'est pour encore ouvrir la brèche. Demain, tout le monde aura la parole et tout le monde pourra exposer tous les sujets d'habitude. Nous nous excusons du temps qui nous piège en ce moment. Je dis merci à tous et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Okay. Merci à tous. Merci. Okay. Merci beaucoup.